Bienvenue à tous. Je suis Linda, fondatrice de l'Anima. Depuis plus de 15 ans, j'accompagne les personnes vers une meilleure connaissance d'eux-mêmes. J'ai créé l'Anima Éducation, des formations en ligne qui mettent la communauté au service de l'apprentissage de l'individu. Chaque semaine, vous pourrez découvrir les échanges avec mes consultants et les membres de l'Anima Éducation qui partageront avec vous leur parcours. Et pour toujours apprendre plus, je recevrai des personnes inspirantes qui influencent et nourrissent les thèmes autour du développement de soi, pour qu'ensemble, nous continuions d'insuffler dans ce monde toujours plus de connaissances, de bienveillance et de conscience. Aujourd'hui, je reçois Alexis Declercq, coach en relations amoureuses. Quand je rencontre des gens dans la vie et qu'on n'est pas forcément coaching, je sens qu'il y a un peu plus de résistance, c'est vrai, de la part des hommes, par exemple, à se confier. Donc, quand des gens viennent me voir, j'ai rarement ce problème-là, je veux dire en coaching. Mais c'est vrai que dans la vie, c'est quelque chose que j'observe que parfois, effectivement, les hommes, mais aussi les femmes peuvent avoir des réticences à accepter leurs émotions, à montrer leurs émotions, parce qu'ils peuvent percevoir ça souvent comme un signe de faiblesse en fait. Le podcast s'intitulant « Ne pleure pas, t'es un homme », nous allons explorer ensemble l'évolution en fait de cette problématique qu'ont les hommes de se connecter ou pas à leurs émotions. Bonjour Alexis, merci beaucoup d'être sur le podcast de l'Anima pour ce sujet qui est passionnant des émotions. Mais avec toi, j'ai envie d'avoir un axe beaucoup plus masculin pour dire justement que les émotions, ce n'est pas que féminin. Effectivement. Bah du coup, ouais, merci donc de me recevoir. Tu veux peut-être que je me présente au début ou tu veux me présenter? Tu peux te présenter. Donc moi je suis Alexis Declercq, du coup donc je suis coach en relations amoureuses et en fait mon but du coup c'est d'aider les gens à travailler sur eux, sur eux-mêmes du coup pour qu'ils aient des relations de qualité. Et d'ailleurs, dans cet accompagnement que tu fais, et dans cette aide aussi que tu peux apporter aux autres, quelle place ont les émotions dans cet accompagnement? Ce qui est intéressant c'est que faut savoir qu'en fait on est des êtres qui sont émotionnels, qui sont aussi rationnels et que plus je fais des recherches sur la psychologie humaine et tout, je me rends compte qu'en réalité, même si l'être humain il est très fort pour être rationnel, en général, ce qui va guider ses choix, c'est principalement des choses émotionnelles. C'est pour ça qu'en fait, quand on négocie avec quelqu'un, par exemple, ça sert à rien de lui présenter des arguments. Enfin, ça peut aider, surtout si on est en face de nous, on a quelqu'un qui a une personnalité analytique. Mais ce qui guide nos choix, c'est les émotions. Et donc, bah, si on ne sait pas prendre conscience des émotions, si on ne sait pas les gérer, on peut vite se retrouver dans des situations qui nous présentent des déconvenus, comme par exemple des situations de dépendance où on est totalement du coup dépendant de la personne parce qu'on ne sait pas mettre de la conscience sur nos émotions et on s'en rend pas forcément compte. Ou on s'en rend compte, mais on n'arrive pas vraiment à l'observer, quoi. Enfin, à en prendre conscience, quoi. Oui, oui, tout à fait. Et justement, dans tes accompagnements, tu as plus d'hommes, de femmes, ou c'est équilibré, ou tu vois qu'il y a une demande qui... Ou comment réagissent les hommes justement face à cette approche de leurs émotions? Je trouve que, en fait, déjà, ce que j'ai remarqué, et je pense que la plupart des hommes vont être d'accord avec ça. Et d'ailleurs, il y a Marshall Rosenberg qui le disait, et aussi l'auteur de Les hommes viennent de Mars et femmes de Vénus, qui disait que les hommes, ils ont du mal à demander des conseils. Et quand ils demandent des conseils, en général, c'est parce qu'ils estiment que la personne peut leur accorder de la valeur. Du coup, j'ai vraiment une différence entre les hommes et les femmes qui viennent me voir. Quand les hommes viennent me voir, en fait, ils ont déjà pris la décision de OK, ils se disent ce mec-là, il peut m'apporter de la valeur, du coup, je vais demander un conseil. Alors que les femmes, effectivement, elles vont avoir aussi ce truc-là, mais j'ai l'impression qu'elles sont beaucoup moins engagées dans le processus, qu'il y a moins de cette envie, cette action de se mettre en place. Tu veux dire que les femmes viennent d'abord parce qu'elles ont une gêne émotionnelle ou une problématique et qu'elles ont peut-être plus besoin de la verbaliser, d'en parler, de pouvoir se confier ou éventuellement de trouver une solution, alors que les hommes, ils ont déjà une idée précise de ce qu'ils veulent et ils savent exactement où ils veulent aller, c'est ça que En tu fait, ce dis? que moi je ressens, c'est que quand un homme vient, il vient pour avoir une solution et il veut mettre des choses en place et avoir des résultats. Et les femmes, effectivement, elles viennent aussi me voir pour des solutions, mais j'ai l'impression qu'elles ont moins cette chose à vraiment mettre les actions en place et à appliquer les conseils que je vais leur donner. Ça va être des ah ouais, bah je vais y réfléchir, ouais, c'est intéressant. Alors que les hommes, ils ont vraiment plus ce truc de ok, je le fais. Et ça, c'est vraiment les choses qui m'a le plus marqué en fait en accompagnement, c'est cette différence, en réaction en fait, au coaching.
D'accord, c'est intéressant, c'est effectivement intéressant et quelle est la tranche d'âge à peu près en moyenne, hein, que tu as toi? Ouais, c'est ça bouge beaucoup. J'ai beaucoup de gens qui viennent me voir qui sont jeunes, donc il y a même des gens qui ont 16, 17 qui m'ont demandé des conseils. Le problème, c'est que je leur explique qu'à ce moment-là, leur problème, c'est déjà qu'il faut qu'ils apprennent à mettre de la conscience sur eux-mêmes. Parce que quand on a 16, 17 ans, on n'a pas vraiment conscience de qui on est. Donc ça, c'est la première chose, donc mais sinon, en termes d'âge, ouais, je pense que je suis entre 18 et on va dire, 30, 35 ans. Il y a des gens un peu plus âgés qui sont venus me voir, mais c'est resté quand même quelques exceptions. D'accord et justement, quelles sont les problématiques, alors on reste axé sur les hommes là pour le coup, quelles sont les questions ou les problématiques, qui ressortent souvent, en tout cas les plus récurrentes? Moi, la plupart des gens qui viennent me voir, c'est essentiellement des gens qui ont du mal à gérer, par exemple, une rupture. C'est ce qui revient le plus. Heu, Problème de dépendance, ce genre de choses, ne sait pas oublier son ex et moi, peu à peu, en fait, je les amène à comprendre que le problème, il vient pas de l'ex ou de la relation, mais qui est beaucoup plus profond et que c'est un problème notamment de confiance en soi, d'estime de soi. Et une fois qu'ils ont pris conscience de ça, bah, ils se disent: «Ah ouais, OK, en fait, le problème, c'est je pensais que le problème, c'était mon ex ou quoi, mais en fait, pas du tout. Le problème, c'est vraiment moi» et mon but, c'est vraiment de les amener à prendre conscience qu'ils ont la responsabilité de ce qui leur arrive et du coup, s'ils ont la responsabilité, ils peuvent le changer. Et les hommes, lorsque tu abordes le sujet de l'émotion, alors bien évidemment de façon générale, hein, parce que je suppose qu'il y a du cas par cas, bien évidemment, en fonction de l'âge et de la situation. Mais, est-ce qu'ils parlent assez facilement de leurs émotions? Est-ce qu'il leur faut un peu plus de temps? Comment ça se passe? C'est super intéressant comme question et je vais te faire un petit peu un parallèle par rapport, aux gens qui viennent me voir en coaching et aux gens avec qui je peux discuter dans la vie de tous les jours. Les gens qui viennent me voir, ils ont une démarche, c'est qu'ils viennent pour avoir des réponses. Donc à partir de là, ils vont être prêts à partager leurs émotions, à se montrer vulnérables parce qu'ils savent que s'ils le font pas, bah, ça va pas régler les problèmes. Par contre, quand je rencontre des gens, dans la vie et qu'on n'est pas forcément coaching, je sens qu'il y a un peu plus de résistance, c'est vrai, de la part des hommes, par exemple, à se confier. Donc, quand des gens viennent me voir, j'ai rarement ce problème-là, je veux dire en coaching. Mais c'est vrai que dans la vie, c'est quelque chose que j'observe que parfois, effectivement, les hommes, mais aussi les femmes peuvent avoir des réticences à accepter leurs émotions, à montrer leurs émotions parce qu'ils peuvent percevoir ça souvent comme un signe de faiblesse, en fait. Ils ont peur que d'être vus comme quelqu'un de fragile ou de faible s'ils se mettent à montrer leurs émotions. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que même au niveau, cérébral, on sait par rapport à la constitution du cerveau, certaines zones du cerveau, je ne vais pas rentrer dans des explications trop complexes, mais en gros, l'homme lorsqu'il se connecte à ses émotions, on le voit par exemple dans des rencontres sentimentales, quand, différentes étapes sont franchies, donc il y a un certain rythme, donc au début on va appeler ça la conquête et puis ensuite une fois que la relation est consommée, physiquement je veux dire, eh bien, on se rend compte que les femmes vont s'ouvrir beaucoup plus au niveau émotionnel parce qu'elles vont se sentir en confiance. Mais l'homme, par contre, de façon générale, bien sûr, a plutôt tendance à se renfermer un petit peu parce qu'il a comme des signaux d'alerte qui lui disent: oula, oula, tu vas dans les émotions là, attention, garde le contrôle, garde le contrôle. Et donc, bien souvent, moi, j'entends dans les consultations les femmes dire: ah, mais je comprends pas, cette personne était très attentive à notre rencontre, etc. Et maintenant, je le trouve moins attentif. Alors, c'est pas vraiment que l'homme est moins attentif, c'est qu'il est dans une zone où il va devoir reprendre un peu le contrôle parce que c'est la zone des émotions et que c'est une zone justement, au niveau du cerveau, dans la constitution de l'homme, hein, de façon globale, hein, évidemment, qui, donne des signaux d'alerte et qui fait que l'homme va avoir besoin d'un autre rythme pour tout doucement, petit à petit, entrer dans son émotionnel et accepter d'être entre guillemets «vulnérable». Ouais, c'est vrai que la vulnérabilité, c'est un sujet assez intéressant. C'est très mal compris, en fait. Je pense que la vulnérabilité, elle est très mal comprise, de la part, je vais dire des hommes, mais même pas, en fait, des gens en général. Il y a cette image, en fait, on confond la vulnérabilité et être une victime, alors que c'est des choses qui sont complètement différentes. Je pense que ça vient du fait qu'il y a cette image de l'homme fort, viril, qui pleure pas, qui est comme une pierre, quoi et ça fait penser Jacques Brel disait: «Un homme qui ne pleure pas, ce n'est pas un homme» et c'est vrai parce que la vulnérabilité,
c'est pas faire la victime, c'est pas se plaindre et cetera et pleurer sur son sort. La vulnérabilité, en fait, c'est être capable de reconnaître ses émotions, de les accepter et de les exprimer clairement, inconditionnellement, sans attendre de validation en retour. Et la vulnérabilité, quelque part, c'est d'être prêt à être rejeté, tout simplement. Et quand on se montre vulnérable, quelque part, les hommes peuvent avoir une espèce de, enfin, je dis les hommes, mais les gens en général, en fait, peuvent avoir une espèce de sentiment d'être faible, et cetera. Mais justement, c'est une force. Parce que la personne qui est capable de se montrer vulnérable, bah, c'est quelqu'un qui est fort, en fait. Parce que quelqu'un qui est pas prêt à être vulnérable, c'est quelqu'un qui est faible, en fait, quelque part. Oui, tout à fait, je suis complètement d'accord. Et moi, j'aimerais revenir sur toi, c'est-à-dire pourquoi toi, tu as choisi d'accompagner les hommes et les femmes, pour le coup, mais en tout cas en tant qu'homme, d'aller sur ce chemin des émotions. Moi, je fais pas précisément les émotions, je m'en sers plus comme un outil. Je sais que toi, tu es vraiment centré là-dessus. Moi, j'essaie de mettre de la conscience sur tout ça. Mon but, c'est vraiment de les aider à prendre conscience que, bah, on a parlé et tout dans le live qu'on avait fait, mais c'est que nous ne sommes pas nos émotions et que parfois on peut se sentir par exemple comme une merde et on va avoir l'erreur qu'on peut faire, c'est ah je me sens comme une merde donc je pense que je suis une merde. Alors que non, pas du tout. Il faut réussir à prendre de la distance à ça et se dire ok, là je ressens ça, mais c'est juste une émotion et ça fait pas partie de mon identité. Donc moi, c'est comme ça que je vais m'en servir. Je vais également poser beaucoup de questions, heu, pousser la personne à la guider, en fait, dans son introspection et pour créer, en fait, bah, dans son discours, créer de l'incohérence et qu'elle se rende compte que, bah, elle dit ça, mais en fait, elle est pas vraiment comme ça et que ça l'amène à des prises de conscience sur elle-même. Et comment ça t'est venu, toi, de prendre cette direction, ce choix de te mettre au service des autres? En fait, c'est fait un peu naturellement dans le sens où, à la base, moi, j'ai écrit un livre, qui est pas encore sorti, qui est en train d'être passé, sous les lunettes des maisons d'édition. Et je me suis dit, pour faire connaître mon livre, en fait, ce que je vais faire, c'est que j'ai partagé du contenu sur l'amour et les relations, donc comme en parle mon livre. Et mon but, c'était, je remarquais qu'il y avait beaucoup d'incompréhension des gens par rapport à eux-mêmes, mais également par rapport à l'amour, par rapport aux relations, et dû au conditionnement social, etc. Et mon objectif, c'était vraiment d'aider les gens à mettre de la conscience sur ce qu'ils pouvaient ressentir, sur ce qu'ils pouvaient vivre, pour qu'ils puissent se situer et avancer. Et au fur et à mesure, en fait, bah, j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à me faire un peu connaître par rapport à ça, et des gens, naturellement, sont venus me demander des conseils. Et je me suis dit, bah ok, les gens, je peux leur apporter de la valeur, je suis quand même, enfin, je sais que je suis capable d'apporter des réponses dans ça, et ça s'est fait comme ça, en fait. Et quel est ton objectif à moyen terme par rapport à tout ce que tu entreprends dans cette direction? Moyen terme, c'est difficile à dire. Là, j'ai plusieurs projets qui sont en cours. Je vais bientôt, je pense que là, je vais mettre en place des masterclass qui répondent vraiment à des besoins précis, par rapport à ma communauté. Mais vraiment mon but long terme, je sais que ça fait un peu les gens, ils ont un peu une réaction bizarre et tout quand je dis ça, mais je veux vraiment ce que je fais, en fait, je le fais dans le but vraiment d'améliorer l'humanité. Je veux vraiment, en fait, impacter, le monde et l'humanité pour aider les gens à être vraiment plus heureux, pour qu'ils aient vraiment des relations de meilleure qualité. Ce serait vraiment, si j'arrive à faire ça, ce serait vraiment, mon objectif serait atteint, quoi. C'est très important ce que tu es en train de dire. C'est vraiment important et j'aime beaucoup l'entendre, surtout, pour quelqu'un de ton âge et avec les intentions que tu as. C'est vraiment alors tu parlais beaucoup d'apporter de la valeur, mais de dire que tu veux donner du sens et apporter de la valeur au monde, parce qu'aujourd'hui, on est d'accord, bien souvent, le marketing du développement de soi, il est pas forcément tourné vraiment, avec des outils, suffisamment, on va dire performants, ou en tout cas, avec une intention comme la tienne, pour vraiment aider. C'est-à-dire, bon, toi, tu fais quand même du travail de fond, tu écris des livres, tu réfléchis, tu te documentes, enfin, il y a vraiment un travail derrière. Tu viens pas juste, apporter des solutions parce qu'un jour tu as compris, 3-4 notions, d'une relation sentimentale. Tu y as réfléchi profondément et c'est vrai que c'est presque devenu, alors ça n'engage que moi ce que je vais dire, mais une lutte de garder du niveau, de garder de bonnes intentions, et cetera. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde vend tout et n'importe quoi. Enfin, ça va un peu dans tous les sens parfois. Il n'y a pas toujours, vraiment une intention bonne. Elle est souvent, c'est du marketing en fait, hein, plus que véritablement avec un vrai sens derrière. Et quand tu dis ça, quand tu dis que tu veux améliorer l'humanité, ça peut paraître prétentieux dans l'oreille de gens qui comprennent pas ça. Mais je pense que quand on est habité par cette conscience,
on ne peut avoir envie que de faire ça, quel que soit ce qu'on fasse, hein. On peut vendre des t-shirts, on peut vendre de la connaissance, on vend ce qu'on veut, mais derrière ça, il y a une volonté d'améliorer les choses et aujourd'hui, on en a besoin. Donc déjà, un grand merci, et continue de faire ce que tu fais, c'est très important. Et j'ai une autre question. Hem, Est-ce que tu penses que dans un accompagnement comme ça, sur, on va dire, un échange un peu intime, émotionnel, même si tu rentres pas forcément dans le détail des émotions, mais en tout cas, tu essaies de donner des clés pour que les personnes retrouvent un peu leur attention et leur conscience. Est-ce que, en tant qu'homme, tu penses que tu peux avoir une approche différente d'une femme qui pourrait faire un peu ce que tu fais toi? Est-ce que c'est différent ou pas? Comment tu vois la chose? C'est intéressant comme question. Après, je sais que les gens, ils ont souvent tendance à me prendre pour un love coach. Il y a encore quelques jours et tout, j'étais sur mon cheval, j'étais en train de monter à cheval, j'étais en train de m'échauffer pour préparer à sauter les obstacles. Et là, il y a une fille qui vient, il me fait, oui, est-ce que je peux t'appeler love coach? Est-ce que tu peux me donner des conseils par rapport à mon copain et tout? Et je dis, ouais, moi, je suis pas coach en séduction. Et c'est vrai que souvent, les gens, ils font cette confusion de penser que je suis un love coach, un coach en séduction, et pas du tout. Moi, en fait, je fais l'avant et l'après la séduction. C'est-à-dire que je prépare les gens pour qu'ils puissent faire des rencontres et je vais les aider dans leur couple. Mais je les aide pas dans la séduction. Je laisse ça à d'autres personnes qui sont bien plus compétents et qui ont la passion de le faire. Oui, ça me fait penser à un film avec, Will Smith, Hitch. Ouais, c'est ça, ils me prennent un peu comme un coach, un love coach, mais pas du tout. J'interviens pas en fait dans la partie séduction et je pense pas le faire à l'avenir parce que je connais des gens qui font ça et ils le font très bien et chacun son domaine, je pense. Je sais plus c'était quoi la question à la base, je me suis éloigné. Bah, c'était en fait de savoir, est-ce que tu penses que ton approche, hein, c'est celle qui est de justement d'accompagner les gens dans des relations sentimentales, elle est différente d'une femme? C'est-à-dire, est-ce que la posture d'une femme dans la même, intention que toi, elle serait différente ou pas? Justement, en fait, c'est parce que je disais ça parce que j'ai pas encore vu de personne sur le marché qui proposait ce que je propose. Il y a une très grande offre en termes de dev perso et en termes de séduction, etc. Moi, c'est vraiment, il y a du dev perso forcément dans ce que je fais, mais c'est vraiment plus centré sur le truc. Donc, qu'est-ce qu'une femme pourrait apporter? Moi, je me souviens quand j'avais mon entreprise de sophrologie, ce que je remarquais déjà quand on était en train de se faire former, c'est que moi, j'étais beaucoup plus pragmatique. J'allais beaucoup plus à l'essentiel et elles étaient beaucoup plus dans. Donc, bien sûr, je faisais preuve d'empathie et de compréhension comme elles, mais j'avais parfois l'impression que quand la personne, elle sortait de. Et c'est pas du tout une critique, c'était vraiment mon ressenti, mais j'ai l'impression que quand la personne, elle ressortait du cabinet de la dame, elle se sentait certes mieux, parce qu'elle avait pu évacuer ses émotions, etc. Mais je trouvais que c'était assez en surface, qu'il manquait de profondeur pour vraiment créer des changements sur le long terme. Donc après, je pense que c'est aussi la nature et le conditionnement social qui fait que les garçons, depuis tout petit, on est conditionné à être le plus pragmatique et le plus rationnel. On dit souvent les garçons, bah, c'est pas pour rien qu'ils disaient les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Oui, après effectivement, alors aujourd'hui, on est dans une mouvance où on est en train de dire qu'il faut arrêter de genrer, bon, ça se discute tout ça, mais c'est intéressant parce qu'effectivement tu as utilisé un mot intéressant, c'est pragmatique. Moi, je peux avoir, en consultation hommes et femmes et effectivement, on sent que dans une consultation avec un homme, il faut être assez vite, si on veut garder son attention en tout cas, pragmatique, apporter une solution et voire même être très logique. Dire, bah, moi j'utilise beaucoup avec les hommes les métaphores. Ils adorent parce que ça leur parle, c'est carré, ils savent où ils vont, ils ont compris le truc. Et là, pour le coup, on peut aller plus en profondeur dans les émotions avec eux. En revanche, si on arrive directement avec ce côté abstrait, émotionnel, et qu'avec les femmes, il n'y a aucun souci, on peut y aller, hein, on peut parler 2 heures, même ça, c'est très bien, ça, elles adorent, puisqu'elles vont pouvoir verbaliser, pendant qu'elles verbalisent, elles comprennent ce qu'elles sont en train de vivre. Eh bien, si on va directement avec ça avec un homme, on va le perdre plus vite, son attention, elle va partir plus vite. Mais c'est pour ça que je te posais la question, pour voir du haut de ton expérience à toi, comment ça se manifeste. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est plus à l'aise, l'autre qui est moins? Alors je suppose que oui, mais qu'est-ce que tu as observé toi? Moi, en fait, ça, je l'ai déjà observé dans des relations, quand j'étais en couple ou exclusive ou non exclusive. C'était, et donc soit dans mes relations, dans celles des autres, j'aime pas forcément parler de garçon de fille, mais plus
d'énergie masculine et d'énergie féminine. Je trouve que c'est plus parlant. Et ce que j'ai remarqué, c'est que je vais dire les femmes, mais ce que je veux dire, c'est l'énergie féminine en fait. On a tous du féminin et du masculin dans notre personnalité, avec des proportions plus ou moins différentes. Mais par exemple, je sais que l'homme, quand il va parler et quand il va, entre guillemets, ce qu'on pourrait dire se plaindre, ce qu'il attend derrière, c'est qu'il y a une demande, il y a un conseil. Et donc, quand il vient et qu'il rentre et qu'il raconte sa journée à sa femme et qu'il dit ah, ça me saoule, il y a ça qui va pas, ce qu'il attend quelque part, c'est un conseil. Et il en parle dans Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus. Alors que la femme, en fait, quand elle rentre de sa journée et qu'elle raconte sa journée à son mari et qu'elle se plaint, le mari il va lui dire ah ouais, mais t'as qu'à. Par exemple, elle va dire, je sais pas, on m'en demande trop au travail. Et lui, il va dire, bah, t'as qu'à leur dire que tu peux pas tout faire. Et la femme, elle va répondre, ouais, mais tu m'écoutes pas. Et en fait, parce que les besoins, c'est pas du tout les mêmes. En fait, la femme, elle s'en fout d'avoir des, enfin, c'est pas qu'elle s'en fout, mais quand elle est dans cet état émotionnel-là, elle s'en fout d'avoir des conseils. Ce qu'elle veut, c'est juste avoir de l'empathie et de l'écoute. Et pas des conseils. Mais comme l'homme, quand lui, il parle aux gens, c'est pour avoir des conseils, c'est pragmatique, logique, bah, il pense que la femme est basée sur le même modèle que lui, interne, et du coup, il va lui donner des conseils. Et lui, il a l'impression d'être le petit ami, le mari parfait quand tu lui donnes des conseils. Alors que pas du tout. Alors que si juste il se taisait, il disait oui, je comprends, oui, machin, et qu'il reformulait ce qu'elle disait, en fait, il aurait certes pas apporté de solution, mais elle aurait beaucoup plus kiffé l'échange. Oui, tout à fait, parce que la femme a besoin, en verbalisant, pendant qu'elle raconte son histoire, elle l'intègre émotionnellement et elle y réfléchit pendant qu'elle en parle. Ouais, c'est ça, c'est un peu comme une introspection. C'est ça. Alors que l'homme, lui, va plutôt le faire en silence. Ça, il va réfléchir dans sa tête. Et quand il parlera, c'est pour apporter une solution, pour apporter quelque chose. Donc, et ça crée beaucoup de problématiques entre les hommes et les femmes, effectivement. Et pour finir ce podcast, qu'est-ce que tu pourrais ajouter sur ce terme pleure pas, t'es un homme? Euh, Moi, je pense que je l'ai dit au tout début du podcast et tout, mais vraiment, la plus belle chose, c'est comme disait Jacques Brel, un homme qui pleure pas, ça n'existe pas. Un homme qui pleure pas, c'est pas un homme. Donc à l'inverse, donc pour le coup, ça serait plutôt de dire pleurer, accepter d'être vulnérable, c'est là que se trouve la plus grande force en fait. C'est là que se trouve la vulnérabilité. Parce que celui qui peut se permettre d'être vulnérable, c'est celui qui est fort. Celui qui veut pas se montrer vulnérable, c'est qu'il est faible, en fait. Exactement. Et donc si les personnes qui nous écoutent, si elles ont envie d'entrer en contact avec toi, qu'est-ce que tu proposes et comment on peut te trouver? Alors moi, ce que je propose, principalement, je fais beaucoup de contenu vidéo sur TikTok, Instagram, donc c'est pareil, c'est Alexis Declerc, donc Alexisdecler. Moi, je propose du coaching en sens individuel, et là, je suis en train de mettre en place un système de mentoring qui est beaucoup plus poussé. En fait, je commence déjà à avoir quelques personnes intéressées, je vais commencer mon premier accompagnement. C'est en gros, je prends une personne sur une durée de un mois et vraiment on fait un changement total en fait sur un mois. C'est-à-dire que je la prends la personne, je la lâche pas, je lui donne des actions, je lui donne un plan d'action et tout, on quadrille un objectif et puis on fait tout pour y arriver. Donc en fait, c'est un peu du one to one en fait, tu prends les gens un par un, tu fais du sur mesure. Pour le mentoring, en fait, vraiment, je limite les places parce que ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais c'est vraiment cette image de je prends une personne sous mon aile et je l'accompagne vraiment main dans la main, entre guillemets, et pas par pas. C'est vraiment le mentoring, c'est vraiment ce truc où je vais vraiment guider la personne à fond. Alors que le coaching, je fais ça, mais c'est sur une heure, c'est plus court, on n'a pas le temps de faire autant de choses. Très bien. En tout cas, je te remercie beaucoup, Alexis, d'être venu parler de ce sujet des émotions chez les hommes et à travers ton expérience à toi d'accompagnement, justement, que tu fais régulièrement. Et je te dis à bientôt. Bah, merci beaucoup pour ton invitation. Pour plus de contenu concernant l'anima, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Vous trouverez tous les liens en description.